suite de Tristan et Iseut. Donc là, je vais lire le chapitre 16. Donc n'hésitez pas, si vous voulez plus de lecture, à vous abonner si ça vous intéresse. Voilà, donc j'y vais. Donc là, le chapitre 16, c'est Caerdin. À quelques jours de là, le duc Oël, son sénéchal et tous ses veneurs, Tristan, Iseut au Blanchemin et Caerdin, sortirent ensemble du château pour chasser en forêt. Sur une route étroite, Tristan chevauchait à la gauche de à la gauche de Caerdin. C'est son ami, hein, on se rappelle. Qui, de sa main droite, retenait par les rênes le palefroid d'Iseut au Blanchemin. Or, le palefroid buta dans une flaque d'eau. Son sabot fit rejaillir l'eau si fort sous les vêtements d'Iseut qu'elle en fut toute mouillée et sentit la froidure plus haute que son genou. Elle jeta un cri léger et d'un coup d'éperon enleva son cheval en riant d'un rire si haut et si clair que Caerdin, poignant après elle et l'ayant rejointe, lui demanda « Belle-sœur, pourquoi riez-vous » ? Pour un pensée qui me vint, beau-frère. Quand cette eau a jailli vers moi, je lui ai dit « Oh, tu es plus hardi que ne fut jamais le hardi Tristan. » C'est de quoi j'ai ri. Mais déjà j'ai trop parlé, frère, et m'en repens. Caerdin, étonné, la pressa si vivement qu'elle lui dit enfin la vérité de ses noces. Alors Tristan les rejoignit et tous trois chevauchèrent en silence jusqu'à la maison de chasse. Là, Caerdin appela Tristan à parlement et lui dit. Parce que je rappelle que Tristan, en fait, a dit à Iseut au Blanchemin qu'il ne pouvait pas la toucher, en gros, parce qu'il aimait quelqu'un d'autre. Voilà. Et là, donc, Caerdin parle à Tristan. Sire Tristan, ma sœur m'a avoué la vérité de ses noces. Je vous tenais à père et à compagnon, mais vous avez faussé votre foi et honni ma parenté. Désormais, si vous ne me faites droit, sachez que je vous défie. Tristan lui répondit. Oui, je suis venu parmi vous pour votre malheur. Mais apprends ma misère, beau, doux ami, frère et compagnon, et peut-être ton cœur s'apaisera. Sache que j'ai une autre Iseut, plus belle que toutes les femmes, qui a souffert et qui souffre encore pour moi maintes peines. Certes, ta sœur m'aime et m'honore, mais pour l'amour de moi, l'autre Iseut traite à plus d'honneur, encore que ta sœur ne me traite un chien que je lui ai donné. Viens, quittons cette chasse, suis-moi où je te mènerai, je te dirai la misère de ma vie. Tristan tourna bride et brocha son cheval. Caerdin poussa le sien sur ses traces. Sans une parole, ils coururent jusqu'au plus profond de la forêt. Là, Tristan dévoila sa vie à Caerdin. Il dit comment sur la mer il avait bu l'amour et la mort. Il dit la traîtrise des barons et du nain, la reine menée au bûcher, livrée aux lépreux, et leurs amours dans la forêt sauvage. Comment il l'avait rendue au roi Marc, et comment, l'ayant fui, il avait voulu aimer Iseut au Blanchemin. Comment il savait désormais qu'il ne pouvait vivre ni mourir sans la reine. Caerdin se tait et s'étonne. Il sent sa colère qui malgré lui s'apaise. Ami, dit-il enfin, j'entends merveilleuses paroles, et vous avez ému mon cœur à pitié, car vous avez enduré telle peine dont Dieu garde chacun et chacune. Retournons vers Carhaix. Au 3e jour, si je puis, je vous dirai ma pensée. En sa chambre, à Tintagel, Iseut la blonde soupire à cause de Tristan, qu'elle appelle. L'aimer toujours, elle n'a d'autre pensée, d'autre espoir, d'autre vouloir. En lui est tout son désir, et depuis 2 années, elle ne sait rien de lui. Où est-il? En quel pays? Vit-il seulement? En sa chambre, Iseut la blonde est assise, et fait un triste lait d'amour. Elle dit comment Guron fut surpris et tué pour l'amour de la dame qu'il aimait sur toute chose, et comment par ruse le comte donna la sœur, le cœur de Guron, à manger à sa femme et la douleur de celle-ci. La reine chante doucement, elle accorde sa voix à la harpe, les mains sont belles, le lait bon, le ton bas, et douce la voix. Or survient Cariado, un riche comte d'une île lointaine. Il était venu à Tintagel pour offrir à la reine son service, et plusieurs fois depuis le départ de Tristan, il l'avait requise d'amour, mais la reine rebutait sa requête, et la tenait à la folie. Il était beau chevalier, orgueilleux et fier. Bien en parler. Bien en parler, ça veut dire beau parleur. Mais il valait mieux dans les chambres des dames qu'en bataille. Mais il valait mieux dans les chambres des dames qu'en bataille. Il trouva Iseut, qui faisait son lait, et lui dit en riant « Dame, quel triste chant, triste comme celui de l'orfraie.
orfraie, O-R-F-R-A-I-E, c'est un oiseau de proie. Ne dit-on pas que l'orfraie chante pour annoncer la mort? C'est ma mort, sans doute, qu'annonce votre lait, car je meurs pour l'amour de vous. Soit, lui dit Iseut, je veux bien que mon chant signifie votre mort, car jamais vous n'êtes venu séant sans m'apporter une nouvelle douloureuse. C'est vous qui toujours avez été orfraie au chat-huant pour médire de Tristan. Aujourd'hui, quelle mal nouvelle me direz-vous encore? Me direz-vous encore? Pardon. Cariado lui répondit. Reine, vous êtes irritée, et je ne sais de quoi. Mais bien fou qui s'émeut de vos dires. Quoi qu'il advienne de la mort que m'annonce l'orfraie, voici donc la mâle nouvelle que vous apporte le chat-huant. Tristan, votre ami, est perdu pour vous, dame Iseut. Il a pris femme en autre terre. Désormais vous pourrez vous pourvoir ailleurs, car il dédaigne votre amour. Il a pris femme à grand honneur, Iseut au Blanchemin, la fille du duc de Bretagne. Cariado s'en va courroucé. Iseut la blonde baisse la tête et commence à pleurer. Au troisième jour, Caerdin appelle Tristan. Ami, j'ai pris conseil en mon cœur. Oui, si vous m'avez dit la vérité, la vie que vous menez en cette terre est forcenerie. Alors forcenerie, ça veut dire tromperie. Est forcenerie et folie. Et nul bien n'en peut venir ni pour vous, ni pour ma sœur Iseut au Blanchemin. Donc entendez mon propos. Nous voguerons ensemble vers Tintagel. Vous reverrez la reine et vous éprouverez si toujours elle vous regrette et vous porte foi. Si elle vous a... je fais des liaisons, n'importe quoi. Si elle vous a oublié, peut-être alors aurez-vous plus cher. Iseut, ma sœur, la simple, la belle. Je vous suivrai. Ne suis-je pas votre père et votre compagnon? Frère, dit Tristan, on dit bien, le cœur d'un homme vaut tout l'or d'un pays. Bientôt, Tristan et Caerdin prirent le bourdon. Le bourdon, c'est le bâton. Donc, Tristan et Caerdin prirent le bourdon et la chape des pèlerins, comme s'ils voulaient visiter le corps saint en terre lointaine. Ils prirent congé du duc Huel. Tristan emmenait Gorvenal et Caerdin un seul écuyer, secrètement. Ils équipèrent une nef, et tous quatre, ils voguèrent vers la Cornouaille. Le vent leur fut léger et bon, tant qu'ils atterrirent, un matin avant l'aurore, non loin de Tintagel, dans une crique déserte voisine du château de Lidan. Là, sans doute, Dinas de Lidan, le bon sénéchal, les hébergerait et saurait cacher leur venue. Au petit jour, les quatre compagnons montaient vers Lidan. Quand ils virent venir derrière eux un homme qui suivait la même route au petit pas de son cheval. Qui est-ce donc? Ils se jetèrent sous bois, et l'homme passa sans les voir, car il sommeillait en selle. Tristan le reconnut. Frère, dit-il tout bas à Caerdin, c'est Dinas de Lidan lui-même. Il dort. Sans doute il revient de chez son ami et rêve encore d'elle. Il ne serait pas courtois de l'éveiller. Mais suis-moi de loin. Il rejoignit Dinas, prit doucement son cheval par la bride, et chemina sans bruit à ses côtés. Enfin, un faux pas du cheval réveilla le dormeur. Il ouvrait les yeux, voit Tristan, hésite. C'est toi? C'est toi, Tristan? Dieu bénisse l'heure où je te revois. Je l'ai si longtemps attendu. Ami, Dieu vous sauve. Quelle nouvelle me direz-vous de la reine? Hélas, de dures nouvelles. Le roi la chérit et veut lui faire la fête. Enfin, et veut lui faire fête. Mais depuis ton exil, elle languit et pleure pour toi. Ah, pourquoi revenir près d'elle? Veux-tu chercher encore ta mort et la sienne? Tristan, aie pitié de la reine. Laisse-la à son repos. Ami, dit Tristan, octroyez-moi un don. Cachez-moi à Lidan. Portez-lui mon message et faites que je le revoie une fois, une seule fois. Dinas répondit. J'ai pitié de madame, et ne veux faire ton message que si je sais qu'elle t'est restée chère par-dessus toutes les femmes. Ah, sire, dites-lui qu'elle m'est restée chère par-dessus toutes les femmes, et ce sera vérité. Or donc, suis-moi, Tristan, je t'aiderai en ton besoin. À Lidan, le sénéchal hébergea Tristan, Gorvenal, Caerdin et son écuyer. Et quand Tristan lui eut conté de point en point l'aventure de sa vie, Dinas s'en fut à Tintagel pour s'enquérir des nouvelles de la cour. Il apprit qu'à 3 jours de là, la reine Iseut, le roi Marc, toute sa ménie, c'est toute sa maisonnée, tous ses écuyers et tous ses veneurs quitteraient Tintagel pour s'établir au château de la Blanche Lande où de grandes chasses étaient préparées.
Alors Tristan confia au sénéchal son anneau de jaspe vert et le message qu'il devait redire à la reine. Chapitre 17. Dinas de Lidan. Voilà, Tristan ne peut pas s'empêcher, il a besoin de revoir absolument Iseut. Voilà, il ne la lâche pas. Donc, chapitre 17, sachant qu'il y a 19 chapitres, donc on arrive bientôt au bout. Voilà. Donc Dinas retourna donc à Tintagel, monta les degrés. Donc monta les degrés, ça veut dire monta les marches d'escalier. Donc monta les degrés et entra dans la salle. Sous le dais, le roi Marc et Iseut la blonde étaient assis à l'échiquier. Dinas prit place sur un escabeau, près de la reine. Comme pour observer son jeu et par 2 fois, feignant de lui désigner les pièces, il posa sa main sur l'échiquier. À la seconde fois, Iseut reconnut à son doigt l'anneau de jaspe. Alors elle eut assez joué. Elle heurta légèrement le bras de Dinas en telle guise que plusieurs paonnets tombèrent en désordre. Alors paonnets, P-A-O-N-N-E-T-S, ce sont des pions. Voilà, paonnets. Donc tombèrent en désordre. Voyez, sénéchal, dit-elle, vous avez troublé mon jeu, et de telle sorte que je ne saurais le reprendre. Marc quitta la salle. Iseut se retire en sa chambre et fait venir le sénéchal auprès d'elle. Ami, vous êtes messager de Tristan? Oui, reine. Il est à Lidan, caché dans mon château. Dans mon château. Il est arrivé, je me démène avec mon livre. Donc, ami, vous êtes messager de Tristan? Oui, reine. Il est à Lidan, caché dans mon château. Est-il vrai qu'il ait pris femme en Bretagne? Reine, on vous a dit la vérité. Mais il assure qu'il ne vous a point trahi, que pas un seul jour il n'a cessé de vous chérir par-dessus toutes les femmes, qu'il mourra s'il ne vous revoit, une fois seulement. Il vous semond d'y consentir par la promesse que vous lui fîtes le dernier jour où il vous parla. La reine se tut quelque temps, songeant à l'autre Iseut. Enfin elle répondit. Oui, au dernier jour où il me parla, j'ai dit, il m'en souvient, si jamais je revois l'anneau de jaspe vert, ni tour, ni fort château, ni défense royale ne m'empêcheront de faire la volonté de mon ami, que ce soit sagesse ou folie. Reine, à 2 jours d'ici, la cour doit quitter Tintagel pour gagner la Blanche-Lande. Tristan vous mande qu'il sera caché sur la route, dans un fourré d'épines. Il vous mande que vous le preniez en pitié. Je l'ai dit, ni tour, ni fort château, ni défense royale ne m'empêcheront de faire la volonté de mon ami. Le surlendemain, tandis que toute la cour de Marc s'apprêtait au départ de Tintagel, Tristan et Gorvenal, Caerdin et son écuyer revêtirent le haubert, prirent leurs épées et leurs écus, et par des chemins secrets, se mirent à la voie vers le lieu désigné. À travers la forêt, 2 routes conduisaient vers la Blanche-Lande. L'une belle et bien ferrée, par où devait passer le cortège, l'autre pierreuse et abandonnée. Tristan et Caerdin, bien sûr, appostèrent sur celle-ci leurs 2 écuyers. Ils les attendraient en ce lieu, gardant leurs chevaux et leurs écus. Eux-mêmes se glissèrent sous bois et se cachèrent dans un fourré. Devant ce fourré, sur la route, Tristan déposa une branche de coudrier où s'enlaçait un brin de chèvrefeuille. Bientôt le cortège apparaît sur la route. C'est d'abord la troupe du roi Marc. Viennent en belle ordonnance les fourriers et les maréchaux, les queux, Q-U-E-U-X. Alors ça, ce sont des cuisiniers, les queux. Et les échansons. Les échansons, ce sont les serviteurs qui s'occupent des boissons. Viennent les chapelains, viennent les valets de chiens, menant lévriers et brachets, puis les fauconniers, portant des oiseaux sur le poing gauche, puis les veneurs, puis les chevaliers et les barons. Ils vont leur petit train, bien arrangé, 2 par 2, et il fait beau les voir. Richement montés sur chevaux harnachés, de velours semé d'orfèvrerie. Puis le roi Marc passa, et Caerdin s'émerveillait de voir ses privés autour de lui. 2 de ça et 2 de là, habillés tous de drap d'or ou d'écarlate. Alors s'avance le cortège de la reine. Les lavandières et les chambrières viennent en tête. Ensuite, les femmes et les filles des barons et des comtes. Elles passent une à une, un jeune chevalier escorte chacune d'elles. Enfin approche un palefroid, monté par la plus belle que Caerdin ait jamais vue de ses yeux. Elle est bien faite de corps et de visage, les hanches un peu basses, les sourcils bien tracés, les yeux riants, les dents menues. Une robe de rouge samit la couvre.
Un mince chapelet d'or et de pierreries par son front poli. C'est la reine, dit Caerdin à voix basse. La reine, dit Tristan. Non, c'est Camille, sa servante. Alors s'en vient sur un palefroid vert une autre damoiselle, plus blanche que neige en février, plus vermeille que rose, ses yeux clairs frémissent comme l'étoile dans la fontaine. Or, je la vois, c'est la reine, dit Caerdin. Et non, Tristan, c'est Brangienne la fidèle. Mais la route s'éclaira tout à coup, comme si le soleil ruisselait soudain à travers les feuillages des grands arbres, et Iseut la blonde apparut. Le duc Andrette, que Dionis chevauchait à sa droite. À cet instant partirent du fourré d'épines des chants de fauvettes et d'alouettes, et Tristan mettait en ses mélodies toute sa tendresse. La reine a compris le message de son ami. Elle remarque sur le sol la branche de coudrier où le chèvrefeuille s'enlace fortement, et songe en son cœur. Ainsi va de nous, amis, ni vous sans moi, ni moi sans vous. Elle arrête son palefroid, descend, vient vers une haquenée, H-A-Q-U-E-N-E-E. Une haquenée, c'est une jument. Voilà. Qui portait une niche enrichie de pierreries. Là, sur un tapis de pourpre, était couché le chien Petit Cru. Elle le prend entre ses bras, le flatte de la main, le caresse de son manteau d'hermine, lui fait mainte fête. Puis, l'ayant replacé dans sa chasse, elle se tourne vers le fourré d'épines et dit à voix haute: Oiseaux de ce bois qui m'avez réjoui de vos chansons, je vous prends à louage. Tandis que monseigneur Marc chevauchera jusqu'à la blanche lande, je veux séjourner dans mon château de Saint-Lubin. Oiseaux, faites-moi cortège jusque-là, ce soir je vous récompenserai richement, comme de bons ménestrels. Tristan retint ces paroles et se réjouit. Mais déjà Andrette le félon s'inquiétait. Il remit la reine en selle et le cortège s'éloigna. Or, écoutez une malaventure. Dans le temps où passait le cortège royal, là-bas, sur l'autre route où Gorvenal et l'écuyer de Caerdin gardaient les chevaux de leur seigneur, survint un chevalier en armes nommé Bléhéry. Il reconnut de loin Gorvenal et l'écu Tristan. Qu'ai-je vu, pensa-t-il? C'est Gorvenal et cet autre est Tristan lui-même. Il éperonna son cheval vers eux et cria: Tristan! Mais déjà les deux écuyers avaient tourné bride et fuyaient. Bléhéry, lancé à leur poursuite, répétait: Tristan, arrête, je t'en conjure, par ta prouesse. Mais les écuyers ne se retournèrent pas. Alors Bléhéry cria: Tristan, arrête, je t'en conjure, par le nom d'Iseut la blonde. 3 fois il conjura les fuyards par le nom d'Iseut la blonde. Vainement. Ils disparurent et Bléhéry ne put atteindre qu'un de leurs chevaux, qui l'emmena comme sa capture. Il parvint au château de Saint-Lubin au moment où la reine venait de s'y héberger. Et l'ayant trouvé seule, il lui dit: Reine, Tristan est dans ce pays. Je l'ai vu sur la route abandonnée qui vient de Tintagel. Il a pris la fuite. 3 fois je lui ai crié de s'arrêter, le conjurant au nom d'Iseut la blonde. Mais il avait pris peur, et il n'a pas osé m'attendre. Beau sire, vous dites mensonge et folie. Comment Tristan serait-il en ce pays? Comment aurait-il fui devant vous? Comment ne serait-il pas arrêté, conjuré par mon nom? Pourtant, dame, je l'ai vu à telle enseigne que j'ai pris l'un de ses chevaux. Voyez le toit harnaché là-bas, sur l'air. Mais Bléhéry vit Iseut courroucée. Il en eut deuil, car il aimait Tristan et la reine. Il la quitta, regrettant d'avoir parlé. Alors Iseut pleura et dit: Malheureuse, j'ai trop vécu, puisque j'ai vu le jour où Tristan me raille et me honnit. Jadis conjuré par mon nom, quel ennemi n'aurait-il pas affronté? Il est hardi de son corps. S'il a fui devant Bléhéry, s'il n'a pas daigné s'arrêter au nom de son ami, ah, c'est que l'autre Iseut le possède. Pourquoi est-il revenu? Il m'avait trahi. Il a voulu me honnir par surcroît. Ouais, elle fait quand même, peut-être quand même, il se bouge pour elle. Elle en fait peut-être un petit peu d'étonne quand même, la petite Iseut. Elle est jalouse, elle est jalouse. Donc, il m'avait trahi, il a voulu me honnir par surcroît. N'avait-il pas assez de mes tourments anciens? Qu'il s'en retourne donc, honni à son tour, vers Iseut au blanchemin. On a envie de faire ça. Elle appela Pérénice le fidèle et lui redit les nouvelles que Bléhéry lui avait portées. Elle ajouta: Ami, cherche Tristan sur la route abandonnée qui va de Tintagel à Saint-Lubin. Tu lui diras que je ne le salue pas, et qu'il ne soit pas si hardi que d'oser approcher de moi, car je le ferai chasser par les serpents et les valets. Pérénice se mit en quête, tant qu'il trouva Tristan et Caerdin. Il leur fit message de la reine. Frère, s'écria Tristan, qu'as-tu dit? Comment aurais-je fui devant Bléhéry? Puisque tu le vois, nous n'avons pas même nos chevaux. Gorvenal et un écuyer les gardaient.
Nous ne les avons pas retrouvés au lieu désigné, et nous les cherchons encore. À cet instant revinrent Gorvenal et l'écuyer de Caerdin. Ils confessèrent leur aventure. Pérénice, beau, doux ami, dit Tristan, retourne en hâte vers ta dame. Dis-lui que je lui envoie salut et amour, et que je n'ai pas failli à la loyauté que je lui dois. Qu'elle m'est chère par-dessus toutes les femmes. Dis-lui qu'elle te renvoie vers moi, me porter sa merci. J'attendrai ici que tu reviennes. Pérénice retourna donc vers la reine, et lui redit ce qu'il avait vu et entendu. Mais elle ne le crut pas. Ah, Pérénice, tu étais mon privé et mon fidèle, et mon père t'avait destiné, tout enfant à me servir. Mais Tristan, l'enchanteur, t'a gagné par ses mensonges et ses présents. Toi aussi tu m'as trahi. Va-t'en. Un petit peu capricieuse, la petite dame. Hein. Pérénice s'agenouilla devant elle. Dame, j'entends parole dure. Jamais je n'eus telle peine dans ma vie. Mais peu me chaud de moi. J'ai deuil pour vous, dame, qui fait outrage à monseigneur Tristan, et qui trop tard en aurait regret. Va-t'en, je ne te crois pas. Toi aussi, Pérénice, Pérénice le fidèle, tu m'as trahi. Tristan attendit longtemps que Pérénice supportât le pardon de la reine. Pérénice ne vint pas. Au matin, Tristan s'atourne d'une grande chape en lambeaux. Il peint par place son visage de vermillon et de brou de noix, en sorte qu'il ressemble à un malade rongé par la lèpre. Il prend en ses mains un hanap de bois veiné à recueillir les aumônes et une crécelle de ladre. Alors, hanap, H-A-N-A-P, c'est une coupe, et une crécelle de ladre. Un ladre, en fait, c'est lépreux. C'est un lépreux. Il entre dans les rues de Saint-Lubin et muant sa voix, donc changeant un petit peu, déformant sa voix, mendie à tout venant. Pourra-t-il seulement apercevoir la reine? Elle sort enfin du château. Branguienne et ses femmes, ses valets et des serpents l'accompagnent. Elle prend la voie qui mène à l'église. Le lépreux suit les valets, fait sonner sa crécelle, supplie à voix dolente. « Reine, faites-moi quelque bien. Vous ne savez pas comme je suis besogneux. » Non, ça c'est Tristan en mendiant. À son beau corps, à sa stature, Iseut la reconnut. Elle frémit toute, mais ne daigne baisser son regard vers lui. Le lépreux l'implore et sait pitié de l'ouïr, il se traîne après elle. « Reine, si j'ose approcher de vous, ne vous courroucez pas, ayez pitié de moi, je l'ai bien mérité. » Mais la reine appelle les valets et les sergents. « Chassez ce ladre !» leur dit-elle. Les valets le repoussent, le frappent. Il leur résiste et s'écrie. « Reine, ayez pitié. » Alors Iseut éclata de rire. Son rire sonnait encore quand elle entra dans l'église. Quand il l'entendit rire, le lépreux s'en alla. La reine fit quelques pas dans la nef du moutier, mais ses membres fléchirent. Elle tomba sur les genoux, puis sa tête se renversa en arrière et buta contre les dalles. Le même jour, Tristan prit congé de Dinas à tel déconfort qu'il semblait avoir perdu le sens et sa nef appareilla pour la Bretagne. Hélas, bientôt la reine se repentit. Quand elle sut par Dinas de Lidan que Tristan était parti à tel deuil, elle se prit à croire que Pyrénice lui avait dit la vérité. Ben oui, il lui avait dit la vérité, que Tristan n'avait pas fui, conjuré par son nom, qu'elle l'avait chassé à grand tort. Quoi, pensait-elle, je vous ai chassé, vous, Tristan, ami, vous me haïssez désormais, et jamais je ne vous reverrai, jamais vous n'apprendrez seulement mon repentir, ni quel châtiment je veux m'imposer, et vous offrir comme un gage menu de mon remords. De ce jour, pour se punir de son erreur et de sa folie, Iseut la blonde revêtit un cilice et le porta contre sa chair. Un cilice, c'est une chemise ou large ceinture en crin, portée à même la peau par pénitence. Voilà. Donc là, elle avait moyen d'être passée peut-être une bonne soirée et voilà, elle se met, elle est un petit peu compliquée la petite Iseut. Donc voilà, c'est la fin du chapitre 17. Il restera donc chapitre 18 et 19. Je ne sais pas où cela va nous mener. En tout cas, je m'en souviens plus. C'est un peu tragique, hein, évidemment.